16 janvier 1977, une des dates mémorables marquant l'histoire politique du Bénin. Cela fait exactement 45 ans hier dimanche que le Bénin a été agressé par un groupe de mercenaires conduit par Bob Denard. Un rappel de l'événement dans ce journal. Les organisations non gouvernementales sont appelées à désormais elles aussi payer des taxes. Certains de leurs responsables approuvent la décision, pendant que d'autres appellent l'État à revoir sa copie. Décès à Bamako de Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président malien qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, est décédé ce dimanche à son domicile de Bamako à l'âge de 76 ans. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans ce point informatif sur Speedline Télévision. Le 16 janvier 1977 a été une des dates mémorables marquant l'histoire politique du Bénin. Il s'agit d'un coup d'État manqué qui visait à déstabiliser le régime du général Mathieu Kérékou. Et cela fait exactement 45 ans. Hier dimanche 16 janvier 2022, que le Bénin a été agressé par un groupe de mercenaires conduit par Bob Denard. Un rappel de l'événement dans ce reportage qui porte la signature de Romaric Adossa. Au petit matin de ce dimanche 16 janvier 1977, un avion DC-7 au moteur encore frémissant, qui n'était pas programmé, donc inattendu, atterrit sur l'aéroport international de Kadiaon. À son bord, des passagers très peu ordinaires, des hommes en tenue militaire et lourdement armés prennent position pour occuper les postes stratégiques de Cotonou en ce temps d'harmattan. Armés de fusils de guerre assez perfectionnés ainsi que des mortiers et des roquettes, ces mercenaires se sont divisés en deux groupes pour progresser vers le palais de la Marina, où le président Mathieu Kérékou et la garde républicaine, épaulés par des soldats de l'armée nord-coréenne venus à Cotonou dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, ont opposé une réponse imprévisible aux agresseurs dirigés par le redoutable mercenaire français Bob Denard. Bien que sous-équipée, l'armée béninoise a réussi à mettre en déroute ses envahisseurs qui se reprirent après cette déroute humiliante. Dans la catastrophe, ces hommes, sans foi ni loi, ont repris leur avion, abandonnant leurs armes et munitions ainsi que des documents confidentiels. Ces mercenaires drogués et armés jusqu'aux dents avaient pour objectif principal de s'emparer rapidement du palais de la présidence de la République et de renverser le régime militaro-massiste du lieutenant-colonel Mathieu Kérékou. Au total, 7 Béninois ont péri dans cette tragédie, dont 6 militaires et un civil.
En l'honneur de ces 7 martyrs, un monument a été érigé, monument de la place des martyrs. Cette figure représente le rassemblement de tous les Béninois dans la défense de la nation en partant au combat. L'ensemble et la diversité du peuple est mise en avant. Et cette victoire contre le mercenaire français Bob Denard et ses soldats de l'opération Crevette fut considérée comme une allégorie de la patrie. L'armée, des militaires retraités, des parents des héros ont commémoré l'événement à la place des martyrs. La mémoire des anciens a été donc honorée à travers la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes. Et bien, à la fin de la cérémonie, on a recueilli pour vous quelques impressions et témoignages. Suivez. Parlons d'esprit de corps et cela éveille en nous le souvenir d'unité et surtout de courage. Les Amazones ont donné l'exemple. Ceux du 16 janvier ont donné l'exemple. Tout récemment, les soldats également et officiers ont donné leur exemple. Leur sang parle et dit du courage. Parlons le même langage. Il y a un qui disait, si ce peuple, si cette armée parlait le même langage, je ne peux rien contre eux. Nos soldats sont courageux et sont prêts avec le soutien du gouvernement et en particulier du chef suprême des armées, que je cite, le président Patrice Talon, qui a décidé de nous accompagner. J'avais une arme et je savais qu'avec cette arme, pourrait en venir à l'avion et pouvoir neutraliser. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que le tireur qu'on avait et l'arme qu'on avait n'étaient pas opérationnels. J'ai eu beaucoup d'émotions parce que ce dimanche-là, on était nombreux qui aurions pu périr. Mais les autres ont été au devant, les premiers, et ils sont morts en défendant la patrie. Aujourd'hui, il faut galvaniser l'énergie des jeunes en disant place des martyrs, pour qu'ils sentent que même s'ils perdent la vie, ils ne sont pas morts inutiles. Le gouvernement, dans sa logique de se mettre en phase avec les réalisations, met un point d'honneur sur le paiement des taxes par les citoyens. Ces paiements sont désormais élargis aux organisations non gouvernementales et leurs promoteurs ont eu la notification la semaine écoulée lors d'une rencontre. Les nouvelles mesures fiscales annoncées par le gouvernement béninois s'élargissent désormais aux organisations non gouvernementales. Cette mise en place de nouveaux barèmes et de nouveaux modes de collecte des taxes et impôts est appréciée par certaines ONG qui pensent que tout le monde est appelé à mettre la main à la pâte pour une meilleure croissance économique du Bénin. C'est qu'il faut que tout le monde sache, en tant que ONG, les promoteurs, ils doivent savoir que ils ont des obligations vis-à-vis de l'État dans le cadre du développement et que c'est chacun qui doit participer au financement des programmes qui peuvent nous amener ou qui nous amènent au développement. C'est du civisme. Chacun doit se dire, ce qu'on est en train de faire là, j'ai mis la main à la poche pour que cela se fasse. D'ailleurs, c'est ça qui va permettre à nous, les ONG, de demander des comptes à l'État. Vous avez d'autres ONG qui, d'une manière ou d'une autre, font du commerce déguisé. Vous voyez, il arrive des fois où vous trouvez des ONG qui vendent des produits médicinaux, qui transforment les herbes en produits et vendent contre telle ou telle maladie. Vous avez des ONG qui transforment
l'ananas en jus. Vous avez des ONG qui transforment le manioc en gari. Ces mesures et perspectives pour d'autres doivent être revues et appliquées selon le poids et la nature de l'ONG. Il y a des ONG, bien sûr, que le gouvernement peut-être ont ciblé, ont vu qu'ils ont la force financière qui peut accompagner le développement du pays. Mais au niveau des tasses, qu'ils voient un peu l'équilibre, voient un peu ces ONG qui sont un peu faibles financièrement et les subventionner, pourquoi pas. Donc raison pour laquelle je dis que c'est normal et nous jugeons bon que cette réforme et cette tasse-là qui vient, nous en tant que membres de la société civile, on dit qu'on va payer les tasses et c'est pour nous dire que nous sommes désormais au moins alertés sur cette réforme-là. Et nous allons accompagner, nous ne refusons pas, nous allons accompagner, mais ce n'est pas tous les ONG, nous n'avons qu'à voir ces gens de ONG qui vont au moins tasser pour que au moins nous ayons au moins un équilibre dans la gestion de ce pays pour que le pays soit vraiment émergé. Il s'agit désormais donc pour les acteurs béninois du public et du privé de consentir davantage d'efforts dans la logique du développement. Et on parle à présent de l'actualité de la CAN 2021. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, est à terre, dernière de son groupe en Coupe d'Afrique des Nations et au bord de l'élimination après s'être laissé surprendre par la Guinée équatoriale. C'était ce dimanche 1-0 à Douala. Suivez. La Guinée équatoriale a réussi ce dimanche l'un des plus gros espoirs de la CAN Cameroun 2021 en faisant tomber l'Algérie, championne d'Afrique en titre et surtout invaincue depuis 35 matchs. Un seul but signé Fernandez a suffi sur la pelouse de Douala. Que voulez-vous ? On est dans le dur, on est dans la difficulté, la grosse difficulté. Après très grosse période de... Je vais dire ça grossièrement, de vaches pleines, si je peux m'exprimer ainsi. La Côte d'Ivoire reste en tête du groupe, mais a concédé un match nul face à la modeste Sierra Leone. Les buts de Sébastien Harler et Wilfried Zaha avaient parfaitement lancé les éléphants. Mais c'était sans compter sur la résilience des Lion Stars. Ils arrachent le nul au bout des arrêts du jeu. Le plus important, c'est de voir notre peuple sourire, de voir ce que cela signifie pour les gens de chez nous. On a encore un gros match dans le groupe et j'espère que nous pourrons prendre les 3 points et nous qualifier. Une qualification de la Sierra Leone serait historique et se jouera jeudi face aux Équato-Guinéens. L'Algérie est-elle au bord de l'élimination et devra absolument battre les Ivoiriens pour espérer défendre son titre. Les favoris sont à la peine ce dimanche, à l'image du nul concédé par le Mali face à la Gambie. Les Aigles ont pensé avoir fait le plus dur en ouvrant le score sur pénalty par Ibra Koné. Mais c'est également sur pénalty que les Gambiens sont revenus au score. Les deux équipes restent en position favorable avant la dernière journée, jeudi, mais il faudra compter avec la Tunisie de Wabi Kazreli. Les Aigles du Carthage ont parfaitement réagi après leur défaite inaugurale. Large victoire 4-0 sur la Mauritanie. Les Morabitounes sont d'ores et déjà éliminés. La Tunisie jouera, elle, sa qualification contre l'étonnante Gambie jeudi à Lembe. Et j'en parlais à l'entame de cette édition. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta est décédé dimanche à Bamako à l'âge de 116 ans, 1 an et demi après avoir été renversé par les militaires qui défient toujours aujourd'hui une partie de la communauté internationale. Retour sur le parcours de l'homme.
Ce fut l'une de ses dernières apparitions publiques en août 2020 après le coup d'État perpétré par la junte. Ibrahim Boubacar Keïta s'est éteint ce dimanche à l'âge de 76 ans. L'ancien président qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020 est décédé à son domicile de Bamako, a annoncé sa famille sans en préciser la cause. Malade depuis peu, celui que l'on surnommait Ibeka se rendait régulièrement à Abu Dhabi, dans un hôpital américain, afin d'y être soigné. Des proches racontent que l'homme se laissait mourir depuis son retrait du pouvoir, n'ayant plus goût à rien. Ibrahim Boubacar Keïta avait connu une ascension fulgurante sous Alpha Oumar Konaré, premier président de l'ère démocratique du Mali. Il a notamment été Premier ministre de 1994 à 2000. Prétendant malheureux à la présidentielle de 2002, il tient sa revanche en accédant au palais de Koulouba, le siège de la présidence malienne à Bamako en 2013. Il sera réélu en 2018 face à Soumaïla Cissé, alors leader de l'opposition, et décédé en décembre 2020 du Covid-19. Renversé par un coup d'État en août 2020, le président avait dû se résigner à passer la main alors que la rue réclamait son départ. Depuis, Ibeka ne s'était plus exprimé publiquement, s'imposant un devoir de réserve selon son entourage. Et pour les informations sur le continent, nous allons rester au Mali où le Premier ministre de la Transition, Choguel Kokala Maïga, a déclaré samedi soir dans une interview exclusive à la télévision nationale que le gouvernement portera plainte contre les sanctions économiques imposées par la CEDEAO et l'UEMOA auprès des juridictions compétentes. Le Mali porte plainte contre la CEDEAO. Le Premier ministre de la Transition a annoncé porter devant la justice les sanctions économiques imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Dans une longue interview diffusée sur la télévision d'État ORTM, Choguel Maïga a expliqué porter plainte devant les institutions sous-régionales, africaines et internationales au sujet des mesures prises à l'encontre de son pays. À propos de la CEDEAO, il a déclaré que l'erreur du groupe est de tout ramener aux élections, qui ne sont pas une fin en soi. L'ensemble de ces mesures seraient prises pour déstabiliser le Mali et achever un peuple déjà à terre. Et selon lui, la France serait derrière tout ça, œuvrant à la désintégration du pays. Concernant les échéances électorales, il soutient la volonté d'établir des réformes avant de procéder au vote, pour endiguer la corruption, l'impunité et l'insécurité du pays. Le Premier ministre de transition n'a pas évoqué de nouvelles propositions de calendrier électoral, mais Choguel Maïga ne ferme pas pour autant les négociations avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. En Somalie, le porte-parole du gouvernement a été visé par un attentat suicide. Le représentant de l'État s'en sort avec de légères blessures et c'est une affirmation du bureau du Premier ministre. Regardez plutôt. Attaque djihadiste en Somalie. Le porte-parole du gouvernement Mohamed Ibrahim Moualimou a survécu à un attentat suicide. Selon plusieurs témoins sur place, un membre du groupe d'Al-Shabaab a tenté de monter dans la voiture du représentant avant d'enclencher ses explosifs. Les services du Premier ministre ont annoncé que le porte-parole souffrait de légères blessures. J'ai vu la voiture filer et tourner à gauche alors qu'un homme s'accrochait aux côtés du véhicule. Je ne sais pas si c'était un kamikaze. Dans la minute qui a suivi, on a entendu une grosse explosion qui m'a fait bouger. Je suis tombée sur le sol brusquement. Je ne sais pas qui a été tué, mais de la chair humaine a volé sur nous depuis le lieu de l'explosion. Selon les policiers sur place, 2 autres personnes ont été blessées par l'explosion. L'attaque est survenue après que les dirigeants ont accepté de clôturer les élections parlementaires d'ici le 25 février. Les retards répétés menaçant la stabilité du pays. En Australie, Novak Djokovic a atterri à Dubaï après son expulsion d'Australie. La Cour fédérale australienne a définitivement privé le numéro 1 mondial de tennis de visa et de participation au premier tournoi du Grand Chelem de l'année. C'est sans gloire que Novak Djokovic a atterri à Dubaï ce dimanche soir.
Venu à Melbourne pour tenter de remporter un 21e titre dans un tournoi du Grand Chelem, le joueur de tennis non vacciné contre le Covid-19 ne disputera pas l'Open d'Australie. Après le verdict, Djokovic a indiqué dans une brève déclaration qu'il était profondément déçu et qu'il mettrait du temps à récupérer avant de faire d'autres commentaires. En Serbie, où le joueur est considéré comme un héros national, le président a déclaré que la superstar du tennis avait été harcelée et humiliée. Après une bataille judiciaire de près de 2 semaines, 3 juges australiens ont confirmé la décision du ministre de l'Immigration d'annuler le visa de Djokovic. Selon eux, sa présence représentait un risque sanitaire pour la communauté australienne et encourageait le sentiment anti-vaccination. Le premier tournoi de tennis de l'année s'ouvrira donc ce lundi sans le numéro 1 mondial, vainqueur à 9 reprises à Melbourne. La Serbie, c'est aussi l'actualité. Les Serbes approuvent une réforme visant à renforcer l'indépendance judiciaire selon le gouvernement populiste. Et cette réforme est nécessaire pour que la Serbie progresse dans sa tentative d'adhésion à l'Union européenne. C'est une réforme attendue depuis des années. Lors d'un référendum ce dimanche, les Serbes ont approuvé un amendement constitutionnel visant à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le scrutin s'est concentré sur les changements dans l'élection des juges et des procureurs, dans un pays où la justice est largement considérée comme corrompue et politiquement contrôlée. Un résultat dont s'est félicité le président de la République. La Serbie, avec ce résultat, a envoyé une image très positive au monde. Je pense qu'à l'avenir, nous parviendrons à faire progresser la démocratisation de notre pays avec un pouvoir judiciaire indépendant. Je pense que nous avons fait une bonne chose pour notre pays. Selon le gouvernement populiste, cette réforme est nécessaire pour que le pays des Balkans progresse dans sa tentative d'adhésion à l'Union européenne. L'institution, ainsi que les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont salué conjointement dans un communiqué ce pas en avant vers l'alignement de la Serbie sur les normes européennes. C'est la fin de cette édition. Merci.